Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition francophone sur Al-Oula. Retardée car quand vous venez de le suivre, il y a eu la retransmission en direct de la finale de la Coupe du Trône remportée par le Raja Casablanca. Voici à présent les titres de l'actualité. 62e anniversaire de l'indépendance, nous commémorons un précieux moment de communion de toute une nation autour de ses valeurs indéfectibles et le combat courageux d'un peuple uni derrière son souverain feu Sa Majesté Mohammed V pour la dignité et la liberté. Finale de la Coupe du Trône 2016-2017, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid remet le trophée au vainqueur, le Raja Casablanca, après une rencontre qui s'est soldée sur un score de 3 buts à 1 après les prolongations. 12e nuit des galeries, une édition lumineuse. Près de 120 centres culturels, instituts et espaces d'exposition à travers le Maroc ont ouvert leurs portes hier au public jusqu'à minuit. Une célébration noctambule de la diversité dans toutes ses expressions artistiques. Dans ce journal, quelques escales à Rabat et Salé. Mais d'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au sultan Qaboos ibn Saïd de Mans à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le roi a également adressé un message de félicitations au président de la République de Lettonie, Raymond Veionis, en cette même occasion. Et à l'occasion de la fête de l'indépendance du royaume, le souverain a reçu un message de vœux et de félicitations du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, message dans lequel le président mauritanien réaffirme au souverain sa détermination à continuer à œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de fraternité et de coopération distinguées qui lient les deux pays. C'est donc une fête pleine d'enseignements à la fois pour les générations qui ont vécu la lutte pour l'indépendance et celles qui ont suivi, mais également les générations montantes, l'épopée de la libération de la patrie de l'emprise du colonisateur. Ce fut le résultat de l'engagement en faveur du pacte historique entre le trône, le peuple et le mouvement national. 62 ans se sont écoulés depuis l'indépendance du royaume. C'est avec fierté que nous commémorons aujourd'hui cette page glorieuse de notre histoire. Mohamed Aïtlishkar. Il y a 62 ans, le sultan Sidi Mohammed Ben Youssef déclara à son retour d'exil en compagnie de la famille royale: nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la fin du régime de tutelle et du protectorat et l'avènement de la liberté et de l'indépendance. Le père de l'indépendance poursuivit: nous sommes passés de la bataille du petit djihad à celle du grand djihad. Dans ce discours de l'indépendance, feu Sa Majesté Mohammed V avait réaffirmé l'engagement de tous les Marocains dans le processus de construction d'un Maroc moderne et libre. Les Marocains célèbrent ce 18 novembre, dans la joie et la fierté, le 62e anniversaire de l'indépendance. Un moment de communion de toute la nation pour célébrer un événement phare de l'histoire contemporaine du royaume et commémorer le triomphe du trône et du peuple marocain dans un combat pour chasser le colonialisme. La célébration de cette grande épopée constitue ainsi l'occasion propice de rendre hommage au glorieux trône alawite et à un peuple uni derrière son souverain, ainsi que de saluer leurs efforts inlassables pour poser les jalons d'un Maroc indépendant, moderne, uni et solidaire. Ce processus a été poursuivi par feu Sa Majesté Hassan II, qui a conforté les orientations basées sur la démocratie, le pluralisme politique et le libéralisme économique. Fort de son indépendance, le peuple marocain s'est ainsi engagé dans un chantier d'édification nationale pour hisser le Maroc au rang des pays émergents et le doter d'une solide économie à même d'offrir de bonnes conditions de vie aux Marocains. C'est ainsi que Sa Majesté le roi Mohammed VI a, depuis son intronisation en 1999, jeté les bases de la modernisation économique du royaume à travers le lancement de chantiers d'envergure et la mise en œuvre de plans stratégiques visant notamment l'aspect socio-économique. Le peuple marocain, en célébrant ce glorieux anniversaire riche en symboles et en valeurs, réitère sa position inébranlable de mobilisation générale et d'adhésion totale aux grandes épopées initiées pour la défense de l'intégrité territoriale du Maroc et des valeurs d'ouverture
de modération et de dialogue. Vous venez de le suivre, la finale de la Coupe du Trône a opposé cet après-midi au complexe Moulay Abdellah de Rabat, le Raja de Casablanca au Difa d'El Jadida. Et c'est donc les Verts qui ont remporté le titre de cette saison 2016-2017. Le club casablancais a reçu son trophée des mains de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, qui a présidé cette finale. Le Raja vient ainsi de remporter son 8e titre après une rencontre qui s'est soldée d'abord par un score de 1-1 avant les prolongations et les tirs au but qui ont donné lieu à un résultat de 3-1. Mohamed Aitleshkar. Une grande fête de football présidée par son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid au complexe sportif Moulay Abdellah Rabat. Une fête qui intervient à une période où le football marocain a redoré son blason au plan continental et international après le sacre du WAC en Ligue des champions d'Afrique et la qualification historique des Lions de l'Atlas au Mondial 2018 de Russie. Un grand duel footballistique pour une prestigieuse coupe le jour anniversaire de l'indépendance, symbole de la symbiose entre le peuple et le trône. Après le salut des couleurs nationales au son de l'hymne national, son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a posé pour des photos souvenirs, notamment avec les deux équipes et le staff d'arbitrage. Le duel Raja de Casablanca Difa al-Hassani el-Jadidi coïncide donc avec la fête de l'indépendance. Il revêt une importance capitale pour les deux adversaires qui occupent la 2e place de la Botola Division 1 de football avec 11 points. En langage des chiffres, le Raja de Casablanca dispute la 12e finale de sa carrière. Il en a remporté 7, alors que les Doukali en sont à leur 4e finale en 2013. En langage des chiffres toujours, il s'agit de la 3e confrontation entre les deux équipes en Coupe du Trône. La première date de 1977, alors que la deuxième a eu lieu en 2013. Cet après-midi au complexe sportif Moulay Abdellah, c'est le Raja qui a été le premier à ouvrir le score à la 27e minute de la rencontre. Sur le plan tactique, les deux équipes comprennent des formations homogènes, mêlant jeunesse et expérience, et portées par deux entraîneurs de grand calibre, le Marocain Abdelrahim Taleb et l'Espagnol Juan Carlos Garrido. L'historique des matchs opposant le Raja au DHG en Coupe du Trône reste équilibré. Sur les 4 rencontres qu'ils ont disputées, il y a eu une victoire pour le Raja de Casablanca et une pour le Difa Hassani el-Jadidi et 2 matchs nuls. À la 60e minute de cette rencontre, le Difa Hassani el-Jadida a égalisé sur pénalty. Les deux équipes seront départagées au terme des prolongations et de l'épreuve des tirs au but. Épreuve remportée par le Raja de Casablanca par 3-1. Au terme de cette rencontre, marquée par une ambiance festive et de fair play, son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a d'abord remis la Coupe du Trône au capitaine de l'équipe de Kenitra Mini-Foot. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid qui a par la suite remis la Coupe du Trône Dame au capitaine de l'équipe des Forces armées royales, les phares. Enfin, son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a remis la Coupe du Trône Messieurs au capitaine de l'équipe du Raja de Casablanca. Le Raja qui a donc remporté cette finale
face au Difa Hassani Al-Jadidi. C'est la 61e édition de la Coupe du Trône. C'est fait. Le projet de loi de finances 2018 est adopté en son intégralité à la Chambre des représentants en séance plénière. C'était hier. Le PLF a été adopté par 180 voix pour, 53 contre et 29 abstentions. Le projet prévoit une croissance de l'économie de 3,2% en se basant essentiellement sur la poursuite de la dynamique des secteurs non agricoles qui devrait atteindre 3,7% contre 3,2% cette année grâce à l'application de différentes stratégies sectorielles, des grands chantiers, outre la mise en œuvre de la régionalisation et de toutes les mesures orientées vers l'investissement et l'entreprise avec une contribution supplémentaire de 5 milliards de dirhams pour atteindre un total de 195 milliards. À Washington, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale Mounia Bouzta met en avant les différentes facettes de l'expérience multidimensionnelle du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de l'extrémisme et de la radicalisation. C'était hier lors d'une réunion ministérielle Afrique-États-Unis. Mounia Bouzta a ainsi souligné que l'approche du Royaume est basée sur la conviction qu'il ne saurait y avoir de paix et de stabilité durable sans qu'il y ait de triptyque sécuritaire, prospérité économique, développement humain équitable et inclusif et promotion des valeurs culturelles religieuses authentiques. À l'international, c'est le premier accroc dans le rapprochement palestinien en cours. Le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte rouvre ce samedi. Cela n'était pas arrivé depuis que le Hamas a chassé ses représentants de l'enclave en juin 2007. Les autorités égyptiennes ne permettent son ouverture que 3 fois par semaine par mesure de sécurité et n'ont pas manifesté l'intention de le faire plus souvent malgré le transfert de responsabilité. Côté palestinien, on espère une ouverture permanente comme avant le bref conflit de 2007. 30 000 Gazaouis ont demandé à passer en Égypte au cours des derniers mois selon le ministère palestinien de l'Intérieur. Nouveau vote, même résultat. La Russie a opposé pour la deuxième fois en 24 heures un veto à un projet de résolution du Japon, prolongeant de 30 jours le mandat des experts internationaux enquêtant sur l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Cette résolution a été approuvée par 12 pays sur les 15 membres du Conseil de sécurité. Outre la Russie, la Bolivie a voté contre, la Chine s'est abstenue et pour sa part, Washington souhaitait une prolongation de 2 ans du mandat de la commission d'enquête de l'ONU et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques avant de proposer finalement une prolongation d'1 an des sanctions contre les responsables. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues d'Harare au Zimbabwe pour exiger le départ du président Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980 et qui voit peu à peu ses soutiens le lâcher. Une mobilisation appuyée par l'armée qui a pris cette semaine le contrôle du pays. Une intervention qui représente un tournant dans le long règne de Robert Mugabe, marqué par la répression de toute opposition et une grave crise économique. Environ 90% de la population active est au chômage. À 93 ans, le plus vieux chef d'État en exercice de la planète se retrouve de plus en plus isolé, abandonné par ses alliés les plus précieux, parmi lesquels son propre parti, la ZANU-PF. Le rôle des femmes dans l'agro-industrie était au cœur d'un forum régional à Casablanca consacré à l'innovation et la propriété intellectuelle comme moteur d'une agro-industrie compétitive. L'événement a rassemblé plus de 200 participants, dont 150 femmes africaines, avec l'objectif de mettre en lumière l'importance du rôle des femmes chercheurs et entrepreneurs dans ces secteurs, véritable levier de croissance pour le continent. Sarah Ketir. Ce forum consacré à l'innovation et la propriété intellectuelle en tant que moteur d'un secteur agroalimentaire concurrentiel est une occasion de mettre en lumière l'importance cruciale de la science, de la technologie et de l'innovation dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Nous sommes là pour la femme et pour le renforcement des capacités des femmes, mais dans un domaine très particulier, c'est dans l'agro-industrie. Et donc nous avons 2 groupes de participants.
Nous avons aussi bien des femmes chercheurs en agro-industrie et des femmes entrepreneurs. La conférence est vraiment très importante pour la carrière des femmes chercheurs dans le domaine agroalimentaire. Parce que comme vous le savez, en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest, la notion de protection des résultats de recherche est embryonnaire. C'est-à-dire que les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés pour protéger les technologies qui sont générées par les résultats de recherche. Et donc cet atelier, c'est vraiment une opportunité pour nous. Le forum vise à favoriser la participation des femmes scientifiques et entrepreneurs en Afrique. Il s'agit de leur expliquer comment la propriété intellectuelle appuie l'innovation et comment ces femmes peuvent utiliser les droits de propriété intellectuelle pour faire progresser leurs recherches et valoriser leur production. À présent, cette information qui vient de nous parvenir, le premier Rabi, premier de l'an 1439 de l'Hégire, c'est après-demain, lundi 20 novembre. C'est ce que souligne un communiqué du ministère des Havous et des Affaires islamiques à l'issue de l'observation au coucher du soleil ce soir de la non-apparition du nouveau croissant lunaire. Eid al-Mawlid al-Nabawi, la fête de la naissance du prophète, sera donc célébrée vendredi 12 Rabi, premier correspondant au 1er décembre prochain. Cap maintenant sur Ouarzazate qui vit une embellie du secteur touristique. Le nombre des touristes ayant visité la province durant les 8 premiers mois de l'année s'élève à près de 168 000, une progression de 39% par rapport à la même période l'an dernier. À Ouarzazate, c'est le dépaysement garanti et une belle échappée au cœur d'une histoire dont les forteresses de la ville sont encore aujourd'hui des témoins vivants. Reportage Nordine Afiri, commentaire Monia Marouche. Un charme pittoresque se dégage de ce tableau d'ensemble. Ces majestueuses forteresses ornées d'objets d'artisanat représentent un véritable musée à ciel ouvert. Les touristes se plaisent à déambuler et à se perdre dans ces différents sentiers en quête d'exotisme et d'expériences insolites. Le site l'Oxar d'Aït Ben Haddou, qui est patrimoine de l'UNESCO depuis 30 ans, est un site d'une grande attractivité touristique et cinématographique. Il est aussi il a des vertus écologiques vu les matériaux de construction qui permettent une régulation. C'est un site qui a permis aussi à la jeunesse d'Aït Ben Haddou d'exercer les métiers donc de commerçants, d'artisans. Je suis venue avec mes amis, je suis impressionnée par la beauté de ces kasbahs qui surplantent ces magnifiques paysages désertiques. J'apprécie énormément ce décor naturel. La ville de Ouarzazate est la destination de prédilection des touristes étrangers. Les nombreux atouts touristiques de cette ville, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont propulsé le Maroc au rayon des 20 pays les plus visités au monde. J'ai été éblouie devant les kasbahs. C'est un patrimoine architectural qui mérite d'être visité. Les touristes marocains et chinois choisissent de passer leurs vacances dans la ville de Ouarzazate. Les Chinois sont attirés par la restauration marocaine, très différente de la cuisine asiatique, et par la qualité de notre offre touristique. Nous veillons à offrir tout le confort nécessaire à nos touristes. Le nombre de touristes qui ont visité la province de Ouarzazate durant les 8 premiers mois de cette année s'élève à plus de 160 000 contre près de 121 000 durant la même période en 2016, soit une progression de 39%. Une soirée pour illuminer l'art, la nuit des galeries a ravi hier soir les férus d'art et de culture. L'événement signe son grand retour pour une deuxième édition, plus riche et mouvementée que jamais. Plusieurs dizaines de grandes icônes de la peinture et de la photographie marocaine et internationale y ont exposé leurs œuvres le temps d'une soirée à travers tout le royaume. Je vous invite à découvrir quelques escales dans les galeries de Rabat et Salé dans ce reportage de Abdelrahim Benchiri et Dominique Orlando. Dès son lancement en 2006, l'idée de découvrir des œuvres artistiques uniquement après 19 heures a tout de suite séduit un très large public qui avait en quelque sorte le sentiment d'être invité à un vernissage à répétition ouvrable une seule nuit dans l'année, mais qui pouvait se prolonger bien au-delà des minuit.
l'équivalent d'une véritable movida esthétique où l'on pouvait donc déambuler d'une galerie à l'autre en faisant la liaison entre les œuvres, entre une peinture et une sculpture, un photographe ou un vidéaste, un plasticien confirmé ou comme ici un tout jeune talent qui a l'humilité de ne pas en revenir par tant d'attention. بالنسبة لي كنخدم على العود كنخدم على الحديد كنخدم على التراب وبالنسبة لا ريشيرش ديالي كنخدم على الميثولوجيا الأمازيغية. Me concernant, je travaille à la fois sur le bois, le métal, la terre, et je fais des recherches sur la mythologie amazighe, sur la base des histoires que nous racontent nos grands-mères. Les tatouages, les motifs qui ornent les tapis, l'architecture traditionnelle. L'architecture aussi. Alors, je suis née au Maroc, donc je suis dans la lumière toujours. Et c'est ce que j'aime le plus, en fait. C'est un vrai pays de lumière. Alors, j'essaie parfois de transcrire ça dans mes tableaux. J'ai fait un choix pour cette exposition de tableaux qui avait une harmonie et un sens pour moi. On est plus dans des tons liés à Marrakech, puisque c'est ce qui m'avait inspiré là. Toutes les disciplines, tous les courants d'art, tous les âges et toutes les origines sont ici regroupés le temps d'une nuit véritablement exceptionnelle, car ce que l'on ressent en tant que visiteur, c'est un même entrain pour exprimer la beauté d'une vie à chaque instant rêvé. La peinture, pour moi, c'est une véritable bouffée d'oxygène. C'est ce que je ressens en prenant le pinceau, c'est déstressant, un échappatoire par rapport aux pressions de la vie quotidienne. C'est là où je trouve l'inspiration. Mais la nuit des galeries, c'est aussi et peut-être surtout une façon de mettre à l'honneur la nuit elle-même et cet éclairage si particulier qu'elle est la seule à pouvoir offrir aux œuvres de tous ces artistes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Dans moins d'une heure à 20h30, l'info est de retour avec Aïs Mouassine. Et très bon week-end à tous.